Euh, Aujourd'hui, je veux vous parler, oui, du volet là, de l'enveloppe qu'on a reçue pour étudier les impacts d'aménagement sur la survie. Mais je ne peux pas présenter des résultats sur la survie sans essayer de les mettre un peu davantage en contexte. Puis c'est ce que je veux faire ici. Non pas seul, mais bien avec plusieurs collaborateurs, puisqu'il y a plusieurs personnes qui gravitent autour du programme de recherche qu'on mène à l'UQAR sur le caribou forestier. Donc, l'équipe de recherche du projet Survie, je l'appelle du projet Survie parce qu'essentiellement, on a peut-être 3 fois plus de collaborateurs que ça quand on parle d'écophysiologie, quand on parle de génétique, quand on parle de comportement. Mais essentiellement, c'est les joueurs que vous avez ici, donc du ministère qui a encore changé de nom, Christian Dussault au central, qui est coordonnateur à la recherche au ministère pour la faune, Claude Dussault ici en région, Jochen Yeager, professeur à l'Université Concordia, Serge Gosselin de Résolu. Désolé Serge, quand j'ai googlé ton nom, c'est cette photo-là que j'ai eue. Et Jean-Pierre Ouellette, qui avec les années est un peu en phasing out au niveau de la recherche sur le caribou, maintenant qui est recteur de l'Université du Québec à Rimouski. Malgré tout notre bon vouloir, c'est pas majoritairement nous qui avons les deux mains directement dans les données, c'est les travaux de ces 4 personnes-là, majoritairement, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, 3 étudiants à la maîtrise et un stagiaire postdoc. Martin, Solène, David et Arnaud qui ont travaillé dans les dernières années avec nous sur ça. Et pour certaines questions, quand on parlait de la survie des adultes, on n'a pas été en mesure de se confiner uniquement à ce qu'on avait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a mis à profit les données issues de tous les caribous suivis au Québec. Et on a fait ça avec une étudiante à la maîtrise, Christelle Lozier, puis un professeur de l'Université Laval, Daniel Fortin. Donc, essentiellement, un plan assez standard. C'était plus une diapo pour plugger le nouveau logo de mon laboratoire. Mais on va regarder différents résultats qu'on a eus et essayer de les mettre en perspective, toujours dans l'optique de voir si on a mieux compris les impacts de l'aménagement sur la survie. Donc, petit résumé de problématique, le caribou, il y a une espèce au monde, le reine du Père Noël, le caribou de Charlevoix, celui de la Gaspésie, c'est la même espèce. Vous avez ici une vue du pôle Nord, donc vraiment une vue de Père Noël, qui vous montre la tendance démographique des populations de caribous en Amérique ou de rennes en Europe et en Asie. Et vous voyez que la majorité des populations sous suivi sont dans le rouge, donc c'est des populations qui sont en déclin, certaines sont en augmentation en vert, et les populations en gris, c'est des populations pour lesquelles on n'avait pas d'informations au moment de faire cette carte-là en 2009. Bien sûr, on a continué, plusieurs de mes collaborateurs à l'échelle internationale ont continué le suivi de ces populations-là. Au Canada, la situation qu'on a, elle est intéressante puisque le caribou forestier, c'est celui qui occupe la frange verte que vous avez là, qui essentiellement se superpose à ce qu'on connaît là, de la frange de la forêt boréale pan-canadienne qu'on a. Et c'est sur cette carte-là, ce que je veux attirer comme information là, pour vous, c'est qu'au Canada, on s'est voté une unité désignable, donc un élément de biodiversité qui est considéré irremplaçable au Canada. Et c'est un de ces 11 éléments-là que représente le caribou forestier. Donc, c'est une préoccupation qui est quand même pan-canadienne de s'intéresser à la situation du caribou. Une espèce qui est traditionnellement a évolué avec des paysages forestiers peu perturbés ou lorsqu'il l'était, était perturbé par des perturbations naturelles que sont les feux, les épidémies d'insectes, les chablis, mais qui de plus en plus a évolué dans des paysages qui sont davantage anthropisés, là où on a des conversions plus temporaires de territoire quand on pense à un parterre d'intervention forestier, mais sinon des conversions qui peuvent être un petit peu plus permanentes. On peut penser à des chemins, on peut penser à des villes, à des champs agricoles aussi dans la portion sud de l'aire de répartition. Donc, ça vous donne une idée. C'est une image qui date d'à peu près un mois. Au Québec, le territoire à l'étude, dans le cadre de notre suivi sur le caribou forestier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on voit que c'est un paysage qui est déjà quand même hétérogène, façonné. Si on fait un petit zoom, on se rend compte qu'on a aussi des stigmates d'aménagement forestier assez intensifs qui font en sorte qu'un caribou qui se distribue là-dedans puis qui a un domaine vital de 300 à 1800 km² par individu, a à jouer avec une grande multitude de perturbations et de distribution des ressources et des risques. Pourquoi je parle de ressources et de risques? Parce qu'essentiellement, un des liens qui est de plus en plus démontré entre le déclin du caribou et l'aménagement du territoire, c'est un lien qui passe par la compétition apparente. C'est le fait que caribou et orignal partagent un prédateur commun avec lequel ils ont coévolué, qui est le loup-gris. Mais au niveau et à l'intensité avec laquelle on fait de la conversion de territoire en aménagement forestier, on augmente la qualité d'habitat pour l'orignal qui peut exprimer une réponse démographique
et augmenter en densité. Le loup, puisque la proie la plus abondante augmente, peut lui aussi augmenter en densité. Et de ce fait, la proie la moins productive, qui est le caribou, puisqu'il produit moins de jeunes par année qu'un orignal, sera la proie qui va être désavantagée puis qui essentiellement pourrait décliner. Donc, c'est une hypothèse pan-canadienne avec laquelle les chercheurs ont travaillé au cours des 20 dernières années. Nous, on s'est intéressé à tester si c'était vrai et si ça fonctionnait bien. Mais on peut penser que c'est un canevas de base, je vous donnerai mon scoop plus tard, on peut penser que c'est un canevas de base avec lequel on travaille. Donc, quand on est en train de se poser des questions sur le lien entre la survie puis qu'est-ce que le caribou fait, on doit s'intéresser à l'utilisation de l'espace, la sélection d'habitat, pour voir les conséquences que ça peut avoir sur la probabilité de survie, puis ultimement sur la dynamique de population, donc sur le nombre d'individus qui nous restent. On a étudié ces différentes boîtes de couleurs-là dans le programme de recherche sur le caribou, et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de survie. Donc, comment ça se campe dans le programme de recherche? Vous notez bien, deuxième tentative pour plugger le logo de mon laboratoire, c'est de caractériser et de distinguer les impacts des perturbations anthropiques sur plusieurs facettes de l'écologie des grands mammifères. Aujourd'hui, je vous parle de la survie, mais on travaille sur plusieurs autres facettes le long de ce gradient-là qu'on a publié dans un chapitre de livre récemment, qui nous dit qu'un impact qui est de courte durée et de petite superficie, une espèce qui lui fait face pourrait ajuster uniquement son comportement, sa physiologie pour répondre et s'acclimater, s'adapter à cette perturbation-là. Si la perturbation est de plus en plus grande en termes de superficie de durée, bien, il y aura des impacts sur la nutrition, sur les taux vitaux que sont survie, reproduction, fécondité, ultimement sur l'abondance de la population, la structure de la communauté, et on est en train d'ajouter une boîte à ça maintenant en parlant de structure génétique des populations. Donc, c'est le canevas de base avec lequel on travaille dans l'équipe. Aujourd'hui, je vais essayer de tracer des liens entre ces boîtes-là puis la boîte survie qui se situe un peu plus ici. Donc, les objectifs qu'on avait dans le projet subventionné par cette enveloppe-là au partenariat pour l'innovation avec le FRQNT et le FRF, c'était d'estimer d'entrée de jeu le taux de survie des fans, identifier les causes de mortalité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça n'avait jamais été fait en forêt continue au Québec. Il y avait une expérience de ce type-là qui avait été faite dans Charlevoix, une arbre réintroduite qui est isolée spatialement des autres caribous au Québec. Donc, on voulait vérifier ça, caractériser la sélection des sites de mise bas, puis comprendre l'impact que l'aménagement forestier pouvait avoir là-dessus. Estimer le taux de survie des femelles, identifier pour elles aussi les causes de mortalité. Déterminer les patrons de sélection d'habitat qui sont favorables à la survie. Donc, est-ce qu'il y a dans la prise de décision comportementale des caribous quelque chose qui peut être plus ou moins favorable à la survie de l'individu et de son jeune? Et aussi simuler la réponse du caribou à différents patrons et intensités de couple. Comment on a fait ça? On a capturé des caribous depuis 2004 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a capturé des caribous jusqu'à 2012. On les a suivis. On leur a posé des colliers télémétriques. On a pris des échantillons sanguins, des échantillons de poils, caractérisé tout plein de choses intéressantes dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Mais on se reverra l'année prochaine. Et on a aussi capturé des fans rapidement après la naissance. C'est une expérience qui est assez complexe. Et on a équipé ces fans-là d'un collier VHF qui nous permet de suivre leur survie. Donc, est-ce que les fans sont vivants ou est-ce qu'ils sont morts? Et ça impliquait de survoler à haute altitude en aéronef à tous les jours, puis à tous les 3 jours, puis à toutes les semaines, ces fans-là pour savoir sont-ils encore vivants. Et dès qu'on avait un signal de mortalité, on descendait au sol. On allait voir qu'est-ce qui se passait. Est-ce que le fan avait été tué? Si oui, est-ce qu'on était capable de reconstruire la scène d'accident? Donc, je me suis basé sur mon expérience personnelle avec les CSI pour faire ça. Et on essaie de reconstruire ça. Et comme les fans caribous et les femelles se suivent, c'est une stratégie qui est différente du cerf de Virginie, par exemple, on savait que la femelle, le patron d'utilisation de l'habitat de la femelle, avant et après le moment où le fan était mort, pouvait nous informer sur ce que le fan faisait, puisque le fan suit la femelle. Et les femelles, c'était des femelles qui portaient des colliers télémétriques, donc pour lesquels on avait une donnée à toutes les heures ou à toutes les 2 heures. On a divisé notre année en années caribou, donc avec les principales saisons, et on a réalisé ça dans une aire d'étude que vous voyez ici. Je n'ai pas mis à jour avec le temps cette diapo-là, il faudrait que je le fasse bientôt. Une aire d'étude qui est quand même fortement anthropisée, beaucoup plus au sud qu'au nord. Ce que vous avez, les points jaunes ici, ce n'est pas des localisations caribou, c'est des chalets ou des abris sommaires. En vert, vous avez des forêts de plus de 50 ans. En jaune, vous avez des perturbations de moins de 40 ans. À droite, vous avez les chemins forestiers, les routes. Ça vous donne une idée du degré d'entropie qu'il y a dans ce système-là. Donc, on étudie les caribous là-bas et on a plusieurs résultats très intéressants. J'ai synthétisé les principaux aujourd'hui pour le volet survie. Donc, objectif par objectif, avec comme souci premier de toujours donner le maximum de visibilité
aux étudiants qui ont réalisé ça. Donc, dans ce cas-ci, ça s'insérait dans la maîtrise de Martin Leclerc. Vous allez voir, Martin a travaillé beaucoup sur le projet survie. J'ai essayé de varier les photos. Elles ne sont pas toutes aussi sérieuses, malheureusement. Donc, dans le premier objectif, on voulait voir le taux de survie des faim, identifier les causes de mortalité. Ici, ce que vous avez, c'est une fonction de survie. Donc, en axe des X, vous avez le nombre de jours depuis la naissance. Et en axe des Y, vous avez la probabilité de survie. Ce qu'on se rend compte, c'est que la survie des faim diminue très rapidement. Elle diminue d'à peu près 50% durant le premier mois de vie et elle se stabilise à peu près au bout de 3 mois. Donc, les faim qui mouraient, 71% des mortalités étaient dues à la prédation, puis 83% des cas de prédation étaient dus à l'ours noir. Donc, ce n'était pas une trouvaille complètement fantastique. On avait déjà des signaux comme ça ailleurs au Canada que l'ours était principalement prédateur de faim, tandis que le loup était principalement prédateur d'adultes. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vérifié ici. Ce qui fait que notre ménage à trois, orignal, caribou, loup, voit arriver un nouveau joueur, qui est l'ours, et pour lequel on a quand même peu de connaissances au Québec. Fort heureusement, le programme FQRMT-FRF nous a subventionné pour étudier ça. On s'en reparlera bientôt. Donc, on voit que la mortalité des faim, elle est importante. Elle est plus importante que le seuil de viabilité qu'on peut avoir dans une population avec des niveaux de mortalité de ce type-là. Et on voit que l'ours a un grand rôle à jouer. Deuxième objectif, caractériser la sélection, la sélection des sites de mise bas des femelles. Donc, autre photo de Martin sur le terrain, semblant être sérieux. Ici, on s'est attardé à caractériser les sites de mise bas à 3 échelles spatiales. À l'échelle du domaine vital annuel, donc où va la femelle dans tout l'habitat qu'elle fréquente dans l'année pour mettre bas, où est-ce qu'elle va à l'intérieur de la période de mise bas pour mettre bas, et quelles sont les caractéristiques du site où elle décide de mettre bas. Donc, je vous demanderai de mémoriser les chiffres qui sont ici. Si ça ne vous plaît pas, on va regarder des petites synthèses un peu. Donc, à l'échelle du domaine vital annuel, ce qu'on se rend compte, c'est que les femelles mettent bas loin des coupes. Premier constat. Elles vont s'éloigner autant que possible d'une coupe forestière pour le faire. Les sites de mise bas, à l'échelle du domaine vital de mise bas, donc la portion du territoire qui est fréquentée pendant le mois qui précède et suit la mise bas, les sites de mise bas sont loin des routes et sont majoritairement à une altitude relative plus élevée que ce qu'on a autour. Donc, les femelles s'éloignent des routes, s'éloignent des coupes, essaient d'être le plus possible en altitude, ce qui correspond complètement à ce qu'on connaît de la stratégie d'évitement de la prédation du caribou, puisque les loups fréquentent davantage les vallées, les orignaux aussi. Donc, c'est une stratégie qui fonctionne quand même assez bien dans les habitats peu perturbés. Les femelles évitent aussi les sites qui sont riches en nourriture. Ça, c'était assez particulier. On a caractérisé la nourriture au niveau des sites de mise bas. Il faut se projeter un peu dans l'état d'esprit d'une femelle qui est en train de mettre bas. Elle sort d'un hiver où est-ce qu'elle a une diète majoritairement supportée par le lichen, qui est une ressource énergétique intéressante, mais très faible en protéines. Donc, essentiellement, elle est en carence protéique. Même si la femelle a la capacité de recycler ses protéines mieux que tout autre cervidé, elle est dans un moment où l'allaitement est très énergivore et où elle a besoin de protéines pour être capable de se maintenir et de nourrir son jeune. Donc, ce qu'on voit, c'est que les femelles évitent les sites riches en nourriture qui sont potentiellement utilisés et utilisables davantage par les autres ongulés que sont essentiellement l'orignal dans la région ici. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit quelle est la probabilité qu'un site, n'importe où dans le paysage, soit un site de mise bas. Plus qu'on est près de 1, plus c'est un site de mise bas. On voit que les femelles ne semblent pas capables de diminuer le risque de prédation par leur sélection d'habitat à grande échelle et qu'elles évitent les coupes davantage en altitude, puisqu'elles sont capables d'éviter les coupes davantage en altitude que ce qu'elles sont capables de faire à basse altitude. Donc, on se rend compte ici que la volonté d'éviter les coupes et d'aller utiliser l'altitude les rend peut-être un petit peu plus prévisibles du point de vue d'un prédateur. C'est ce qu'on observe, entre autres, chez les caribous montagnards, je pense aux caribous de Gaspésie, aux caribous des monts Tonga, où l'isolement en altitude et la concentration d'individus en altitude constitue un piège écologique. Pour ceux que ça peut intéresser, ça a été publié en 2012 dans Forest Ecology and Management. Objectif 3, on voulait voir maintenant le taux de survie des femelles et identifier les principales causes de mortalité. On a fait ça avec 2 étudiants, donc photo numéro 3 de Martin, et Christelle Lozier qui est à l'Université Laval. Pour réussir à faire ça, on a premièrement calculé le taux de survie des femelles par aire d'étude, mais on s'est projeté une étape plus loin pour réaliser ça. Donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le taux de survie des femelles, 91%, c'est dans la normale. Donc, ça va bien. La moyenne canadienne, c'est 85%. Dans le nord du Québec, c'est 87%. Sur la côte nord, c'est à peu près 90% aussi. Donc, on est dans la moyenne. Les femelles ne meurent pas plus qu'ailleurs. Elles survivent suffisamment pour que la population demeure stable dans un modèle de viabilité de population.
dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Donc, ça attire notre œil sur le fait que probablement que la mortalité des fans constitue un problème un peu plus important. 16 des mortalités qu'on a observées sur les 80 femelles qu'on a suivies étaient d'origine naturelle. Quand je dis naturelle, c'est soit la sénescence, mourir de sa bonne vieille mort, ou par prédation, puisque le suivi des femelles, on ne l'a pas fait à une fréquence aussi élevée que le suivi des fans. C'était beaucoup trop coûteux pour être capable de savoir si l'alimentation que des prédateurs avaient fait sur le cadavre était post-mortem ou si ce qui avait causé la mort. Dans le nord du Québec, chose intéressante, 22 des mortalités sur 50 femelles étaient dues à la prédation, 6 étaient liées à la chasse traditionnelle. Donc, dans le territoire de la Paix des Braves, la ponction que les Premières Nations font est quand même importante. Et on voit le même genre d'informations sur la Côte-Nord. On a aussi la chasse traditionnelle qui avait été faite là. Donc, on se rend compte que les femelles survivent assez bien, les jeunes survivent trop peu. Dernière photo de Martin, c'est la plus sérieuse. On s'est attardé avec Martin et Christelle à dire, OK, est-ce qu'on est capable de regarder le patron d'utilisation de l'habitat de la femelle et de mettre ça en lien avec la survie du jeune et la survie de la femelle? Ça revient à dire, est-ce que les femelles prennent des risques qui mènent à leur mort ou à la survie de leur faim ou à leur survie à eux? Donc, pour faire ça, on a relié le suivi télémétrique des femelles avec le fait qu'un faim meurt ou ne meurt pas, puis on a comparé ça. Ce qu'on se rend compte, première chose, la probabilité qu'une femelle perde son faim par prédation n'est pas influencée par la composition en habitat de son domaine vital annuel. Donc, tous les endroits qu'elle fréquente dans l'année, ça n'a pas de lien, la composition de l'habitat fréquenté, avec la mortalité du jeune. Donc, ça se passe à une échelle plus fine, dans le temps et dans l'espace. La probabilité qu'une femelle perde son faim diminue avec une augmentation de la proportion des landes à lichen dans le domaine vital de mise bas. Donc, au lieu de regarder ce que la femelle fait à l'année, on regarde ce qu'elle fait pendant le mois où elle donne naissance à son faim. Plus il y a de landes à lichen dans cet habitat-là, plus la probabilité que le faim meure est faible. Ça, c'est intéressant, puisque ces habitats-là sont des habitats très peu utilisables par exemple, l'orignal, et c'est des habitats dans lesquels les indices de présence de loups et d'ours sont les moins importants. Donc, l'isolement spatial que la femelle fait, en allant mettre bas dans les endroits où il y a plus de lichen, c'est garant de la probabilité de garder le faim. C'est peut-être une information intéressante à garder en tête si on décide de mettre de l'avant ou pas, par exemple, un programme de reboisement de certaines landes à lichen, ou si on décide de changer le statut de protection qu'on accorde aux landes à lichen à l'intérieur de notre réglementation forestière. Ce graphe-ci est un petit peu plus complexe à comprendre, mais je vais le décortiquer pour vous. Vous voyez juste la portion gauche. Okay? Donc, sur l'axe des X, c'est la proportion de jeunes couples, des couples de moins de 5 ans, dans le domaine vital de mise bas, donc dans l'habitat utilisé par la femelle pendant la mise bas. Et ici, vous avez la probabilité que ce soit un caribou. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en gris, vous avez les jeunes qui ont survécu, et en noir, vous avez les jeunes qui sont morts. Quand il y a peu de couples forestières dans le domaine vital de mise bas et que les femelles l'utilisent beaucoup, ces couples-là, c'est profitable à la survie des jeunes. La courbe de survie est supérieure à la courbe de mortalité. Donc, c'est assez facile à expliquer. Les femelles sont en dette protéique et les jeunes couples, c'est l'endroit où il y a le premier green-up arrive. C'est l'endroit où la neige disparaît rapidement. C'est l'endroit où est-ce que les femelles sont capables de s'alimenter de ressources qui sont davantage riches en protéines que ce qu'ils avaient lorsqu'elles s'alimentaient de lichen pendant l'hiver. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une réponse fonctionnelle ici. Plus la proportion de couples dans le domaine vital augmente et plus l'intérêt des femelles pour les couples augmente, plus la probabilité que le faim meure, elle, augmente. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de couples dans le domaine vital, les femelles qui utilisent le plus ces couples-là perdent leur faim. Il y a une réponse qui est différente entre les individus et c'est là que ça devient un petit peu plus complexe. Ce n'est pas toutes les femelles qui prennent la même décision lorsqu'elles abordent une coupe forestière. Celles qui décident d'aller all-in, celles qui décident de l'utiliser le plus possible, sont celles qui ont une plus grande probabilité de perdre leur faim. Donc, lorsqu'on génère des quantités de coupes qui sont importantes dans un domaine vital, essentiellement, on génère un risque plus grand pour les femmes. On a fait le même exercice ici avec les femelles adultes. On a regardé quels étaient les patrons de sélection d'habitat des femelles qui mouraient et des femelles qui ne mouraient pas. Ce qu'on se rend compte, c'est que les femelles qui sont mortes sélectionnaient davantage les couples de moins de 20 ans que les femelles qui ont survécu, surtout lorsque la proportion de couples dans leur domaine vital était élevée. Une stratégie d'aménagement forestier intensif qui agglomère dans l'espace des parterres de couples de façon assez importante, génère des
paysages dans lesquels les femelles ont la possibilité davantage de mourir parce qu'elles vont davantage utiliser ces couples-là. Par contre, celles qui vont être les moins friandes des couples, qui vont être les plus prudentes, risquent de survivre davantage. Donc ça, c'est intéressant. Avec ces deux graphiques-là, on est en mesure de faire des liens entre des catégories d'intervention qu'on fait dans le paysage et le devenir du jeune et le devenir de l'adulte. Ça, c'est d'autant important qu'on sait que la femelle, c'est le segment contraignant dans une population de cervidés, puisque un mâle peut féconder plusieurs femelles. Donc, on perd des femelles lorsqu'il y a beaucoup de couples et on perd des jeunes lorsqu'il y a beaucoup de couples. Et ces jeunes-là ont, 50% du temps, la probabilité de devenir une femelle. Dernier objectif, on voulait simuler la réponse du caribou et de ses prédateurs à différents patrons et intensités de couple. Ça a fait intervenir des joueurs qui gravitaient autour du projet Survie, mais qui étaient essentiellement supportés par d'autres volets du programme de recherche. Donc, Solène a étudié le loup, David le caribou et Arnaud aussi le caribou. Solène s'est intéressé à déterminer si le loup adapte sa stratégie de chasse à la disponibilité ou la vulnérabilité des proies. On a donc capturé des loups. C'est pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça c'est dans Charlevoix. Mais c'est des informations qui sont somme toute assez pertinentes et qui peuvent s'extrapoler facilement ici. On a reconstitué la stratégie de déplacement des loups en reliant des localisations télémétriques successives. Donc, on a un point de loup à toutes les 2 heures. On a fait une ligne droite entre ces points-là. Et on a comparé les attributs d'habitat sous ces lignes-là avec des lignes aléatoires, ce que le loup aurait pu faire comme déplacement. En rouge, c'est ce qu'il aurait pu faire, en vert, c'est ce qu'il a fait. Et ce qu'il aurait pu faire, ça ne sort pas de mon imagination, c'est tirer aléatoirement dans la distribution de longueur des pas et d'angle des pas. Donc, une ligne droite entre 2 points, on appelle ça un pas. On a généré, avec les données télémétriques qu'on avait sur l'orignal et le caribou dans la même aire d'étude, on a généré une carte de probabilité de trouver du caribou. Donc, tout chasseur serait intéressé par la carte de gauche. Dans la réserve faunique des Laurentides, je peux vous dire où est la plus grande probabilité de trouver un orignal. Donc, ceux qui voudront acheter cette carte-là, vous viendrez me voir après. À gauche, donc, probabilité de trouver un orignal. À droite, probabilité de trouver un caribou. On a regardé comment le loup se déplaçait là-dedans. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les loups recherchent surtout les conditions d'habitat qui rendent les proies les plus vulnérables. Lorsque la probabilité de trouver un orignal était plus élevée, la probabilité qu'un pas soit un pas de loup était plus élevée, surtout quand la quantité de neige était importante. On a recréé des modèles de neige avec le consortium Ouranos pour faire ça. Donc ça, c'est intéressant. Les loups vont chasser le grand gibier, surtout quand il y a beaucoup de neige, parce que le grand gibier risque d'être un petit peu plus sensible. Ce qui est surtout important pour ce qui nous intéresse ici, c'est ça ici. Donc quand la probabilité qu'on trouve un caribou augmente, la probabilité que ce soit un pas de loup qu'on observe, elle augmente lorsqu'on est dans des endroits où le caribou est localement concentré, validé soit par inventaire aérien ou validé par le suivi télémétrique. Ça, c'est super important parce que la stratégie d'aménagement avec laquelle on vise à travailler, c'est une stratégie où on offre des habitats résiduels, où on souhaite voir le caribou se concentrer. Des massifs de protection, des blocs de remplacement, ultimement, des aires protégées. En générant ça, on génère un habitat qu'on souhaite voir utilisé par le caribou et où on souhaite le voir se concentrer. Ce qu'on se rend compte, c'est que la probabilité que le loup change son patron de chasse et se mette à chasser du caribou, elle augmente si la densité locale de caribou augmente trop. Donc, il faut faire attention. Et ça, c'est sous-jacent à la réflexion qu'il y a dans la transition entre un modèle d'aménagement forestier qui se base sur un niveau de perturbation plutôt que sur uniquement la rétention d'un bloc de forêt. On a fait d'autres études pour regarder quelle était la probabilité qu'un massif de forêt soit conservé en fonction de sa taille et de sa composition. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais on pourra y revenir si vous êtes intéressé. David, lui, s'est intéressé à l'impact des barrières sur le domaine vital. Il a regardé est-ce qu'il y a un seuil dans la capacité du caribou à s'adapter, à adapter son comportement aux perturbations anthropiques. Ce qu'on voit, c'est que peu importe la saison, les différentes lignes ici, c'est les saisons, il semble y avoir un seuil dans la capacité du caribou à augmenter la taille de son domaine vital pour échapper aux perturbations. Et au-delà de ce seuil-là, le caribou diminue la taille de son domaine vital et essentiellement s'installe dans un habitat qui est suboptimal. Il va moins bouger parce que l'habitat est de moins grande qualité. Il va moins bouger pour peut-être être moins facile à retracer. Ici, en disant peut-être pour être moins facile à retracer, j'extrapole, c'est mon opinion, mais essentiellement, on voit qu'il y a une réponse non linéaire. Donc, le caribou a la capacité d'augmenter la taille de son domaine vital pour éviter les coupes jusqu'à un certain niveau de coupe et de route. Au-delà de ça, il ne peut pas le faire. Par contre, on a vu tout à l'heure que plus il y a de coupes, plus il y a de parterres en régénération, plus la probabilité que la femelle meure ou la probabilité que le jeune meure, elle augmente. Donc, je vous laisse tirer les conclusions de votre côté. Il a aussi fait le même genre d'exercice en étudiant le mouvement du caribou, donc les pas observés versus les pas aléatoires.
et il a regardé qu'est-ce qui se passait lorsque le caribou faisait un pas de jour, donc un pas complètement contenu dans le jour, complètement contenu dans la nuit, ou à l'interface nuit-jour ou jour-nuit. Donc, on a regardé quels étaient les attributs qui faisaient en sorte qu'un caribou allait décider, par exemple, de traverser une coupe, de traverser une route ou autre. Je vous accompagne dans l'interprétation de ce graphique-là. Première chose qu'on doit savoir, les caribous évitaient les perturbations. Néanmoins, leur réponse à fine échelle était modulée selon la phase du jour et selon la période de l'année. L'évitement de la prédation était surtout marqué dans les périodes de grande vulnérabilité. Pendant la mise bas, pendant l'hiver, on évitait les endroits risqués pendant le jour. Mais ces animaux-là doivent manger, et où est-ce que la majorité de la nourriture est présente? C'est dans les habitats perturbés, puisque c'est là que la végétation est à une hauteur accessible, puis c'est là que la végétation est riche. Donc la quête alimentaire, elle était majoritairement observée dans les périodes de grande demande énergétique que sont le printemps, l'été et le rut, pendant la nuit et durant l'aube et le crépuscule. À retenir, bref, ici, les caribous, ils vont dans les coupes, mais ils vont la nuit. Ils ne vont pas beaucoup le jour. Ça tombe bien parce que le loup, lui, il va surtout dans les coupes le jour. Il ne va pas la nuit. Nos études de mouvement le suggèrent. Donc ça, c'est intéressant. C'est sous presse. Ça va être disponible bientôt. Mais gardez en tête le fait que les caribous, c'est des fréquenteurs de coupes la nuit. On va y revenir tout à l'heure. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le contexte dans lequel évoluent les femelles influence la prise de décision. Les femelles vont éviter les bordures à faible densité, mais vont les traverser si la quantité de bordure entre un parterre de coupe et une forêt, elle est localement élevée. Elles vont davantage les traverser que ce à quoi on s'attendrait. Il y a donc un sentiment de perturbation qui fait qu'il les pousse à changer d'habitat. On sait que les prédateurs chassent le long des bordures. Nos études sur le loup montrent que les loups patrouillent les routes et patrouillent les bordures entre les coupes et la forêt. Donc, si les caribous, lorsqu'il y a beaucoup de coupes, bougent davantage, la simple probabilité de rencontrer à tout hasard un prédateur, elle est plus élevée. Avec Arnaud, on s'est intéressé à regarder si la réponse du caribou pouvait changer en fonction du climat. Donc, à l'aide du consortium Ouranos, on a recréé pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean des cartes de climat quotidiennes pour les 12 dernières années. Donc, à une résolution de 5 km par 5 km, on a des variables de climat à tous les jours depuis 12 ans. Une petite base de données intéressante. Arnaud fait son postdoc en Norvège, donc pour réussir à aborder ces questions-là, on s'est attaché à deux chercheurs assez reconnus sur le mouvement des ongulés en Norvège, Per Focal et Torkild Vera. Mais j'ai pas tout encore terminé et essentiellement Arnaud non plus, donc on va vous présenter ça dans un avenir rapproché. Ce que je peux tout de suite vous dire, c'est que nos informations nous montrent que la perception du caribou à une perturbation humaine change en fonction du climat, mais on y reviendra, je ne peux pas aller plus loin présentement. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que le caribou intègre le paysage dans lequel il évolue à plusieurs échelles spatiales simultanément. La prise de décision pour bouger, elle est issue de ce qui se passe dans un rayon de 100 mètres, mais aussi ce qui se passe dans un rayon de 10 km. Il y a donc une intégration dans le temps et dans l'espace de la distribution des perturbations. Je vous amène sur ma conférence du prochain colloque qu'on aura de transfert pour mon projet ours, parce qu'on s'est mis à étudier l'ours noir, parce qu'on sait qu'il est prédateur des fans, puis parce qu'on veut comprendre comment un ours peut rencontrer un jeune caribou. Donc, on a marqué des ours pour ce faire. Dans le territoire, on avait des caribous. En rouge, c'est des domaines vitaux d'ours, en noir, des domaines vitaux de caribous. Et ce super graphique que Rémi m'a préparé avec les plus petits caractères possibles, je vous le présente. J'ai mis les caractères petits, je ne voulais pas que vous puissiez repartir avec l'information. Mais essentiellement, ce que vous avez ici, c'est le taux de déplacement en fonction de l'heure du jour pour les différents mois de suivi de l'ours. Les ours bougent surtout la nuit. Les ours bougent surtout la nuit et fréquentent surtout les coupes la nuit. Les caribous fréquentent surtout les coupes la nuit pour manger. Surtout les femelles qui ont un jeune, parce qu'elles veulent garder leur faim en vie et elles ont besoin de protéines pour ce faire. On a déjà un problème. On a récolté des tissus sur ces ours-là, on a fait des analyses isotopiques, on a fait des analyses de fesses. Les résultats des analyses de fesses sont arrivés. Aucun des ours qu'on a suivis par télémétrie n'a consommé de caribou. Donc, les fans meurent de prédation du caribou, mais les ours ne mangent pas de caribou. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? C'est que la pression de prédation pourrait être un problème de densité d'ours. La probabilité qu'un ours rencontre un fan caribou, elle est faible. Mais la probabilité qu'un fan caribou rencontre un ours, elle est élevée. Donc, on a développé avec ce projet-là aussi un indice pour réussir à suivre les densités d'ours avec du CMR et du génotypage de poils d'ours, donc des stations un peu de capture de poils d'ours. Et on a eu un premier estimé d'ours au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on rendra public dans les prochains temps pour cette aire d'études-là.
Cet estimé-là est 4 fois et demi plus élevé que les estimés d'ours avec lesquels le gouvernement actuellement travaille au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc ça, c'est assez problématique. Ce qui est important ici, c'est de suivre l'ours, mais il faut faire attention. C'est pas en gérant l'ours qu'on va régler le problème. Il y a un vieux dicton qui dit quand le sage pointe le ciel, l'idiot regarde le doigt. Donc, c'est pas l'ours le problème. C'est ce qui est sous-jacent à la densité importante d'ours. Donc oui, on peut, à court terme, mieux gérer l'ours, faire une pression de chasse, une pression de prélèvement plus importante sur l'ours pour diminuer la qualité d'habitat d'ours. Mais on le fait en Gaspésie avec le caribou de la Gaspésie présentement. Et qu'est-ce qui se passe? Les femelles ours sont plus productives, produisent plus de jeunes qui survivent mieux. C'est sûr, l'habitat est encore de qualité pour ces prédateurs. Donc, gérer l'ours, c'est une chose, mais ce n'est pas la seule option. On doit, je crois, si on veut, rencontrer nos obligations de conservation de la biodiversité et de protection du caribou. On doit travailler à concevoir un habitat qui est peut-être moins favorable à l'ours, mais plus favorable au caribou. Donc, en conclusion, parce qu'Ursula m'a averti qu'il me reste 4 minutes 30, vous êtes une région où le dynamisme sur l'interprétation et la transmission des informations sur l'ours est incroyable. Donc, depuis le 1er décembre, quand mon cellulaire a sonné, j'étais à Place Laurier en train de faire du magasinage des fêtes avec ma conjointe et mon garçon. Le téléphone a sonné et un journaliste m'a demandé de commenter la une du quotidien que je n'avais pas lue. Et depuis ce temps-là, je suis beaucoup plus votre journal régional et je suis content de voir qu'on parle régulièrement du caribou. Je suis content de voir aussi que les gens s'interpellent sur ça, que les gens prennent position, que les gens génèrent et suscitent un débat. Et ça, c'est important. On doit prendre des décisions et on doit essayer d'interpréter les informations pour prendre des décisions qui sont socialement acceptables puis biologiquement acceptables. À chaque jour ou 3 jours, il sort un article différent ou une intervention radiophonique dans la région. Je vous dis, je pense que je suis plus l'actualité ici que au Bas-Saint-Laurent. Mais pendant qu'ils sortaient ces informations-là, pendant que certains soulignaient à grands traits qu'on ne connaît pas assez de choses sur le caribou, qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas d'évidence de lien ou que l'information n'est pas complète ou en se basant sur un article scientifique de 10 ans ou une information dans un rapport gouvernemental disait qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour avancer, notre équipe, on avançait puis on publiait beaucoup de matériel qui étoffe les liens et les mécanismes entre les perturbations de l'habitat et le déclin du caribou. Et savez-vous quoi? On a à peu près couvert la totalité de ce gradient-là avec différents projets de maîtrise, différents projets de doctorat financés par le FQRNT et le Fonds régional forestier depuis 10 ans. Et on n'est pas les seuls. Ça, c'est des études qui ont été faites au Québec par d'autres équipes que la nôtre sur la situation du caribou et de l'aménagement forestier. Donc, à chaque fois qu'une étude s'additionne suivant les standards de publication internationaux qu'on a, essentiellement, je vous dirais qu'on a une évidence de plus pour prendre des décisions. Je crois, et je tiens ça aussi de la bouche du coordinateur de la recherche au Québec sur la faune, je crois que le caribou, c'est l'espèce de grand gibier qu'on connaît le plus actuellement, surtout depuis 10 ans. Maintenant, c'est de voir comment on peut marier ça à notre aménagement forestier. Et ça, c'est un défi. Et ça implique aussi des réflexions de société. Donc, dans les réflexions, je vous dirais, d'office, les évidences scientifiques qu'on a sont robustes et nombreuses quant aux impacts cumulés des perturbations anthropiques sur plusieurs facettes de l'écologie du caribou. Il y a 10 ans, au Canada, on était reconnu comme la province qui traînait peut-être un peu de la patte dans la recherche sur le caribou. Je siège au comité des spécialistes des mammifères terrestres, au comité canadien sur la situation des espèces en péril, le COSEPAC, et je suis impressionné parce que les représentants des autres provinces nous disent maintenant que le Québec, on est la province qui tire la charrette sur les connaissances sur le caribou. Et ça vient pas juste de mon équipe, mais de la contribution des laboratoires comme Pierre Drapeau à l'UQAM, Daniel Fortin à l'Université Laval, puis tout ce que le ministère, que je ne sais plus comment appeler, je vais l'appeler secteur faune, qui appartient au MDDEFP, il reste de la place pour ajouter des lettres. Donc, ce ministère-là a aussi joué un rôle très, très, très important pour étoffer les connaissances. On a des informations, reste à maintenant les intégrer dans notre aménagement forestier. On sait que les coupes sont temporairement néfastes, mais essentiellement, c'est de la forêt qui se régénère. Il y a des spécialistes de la régénération forestière ici qui peuvent en témoigner. Donc, il faut gérer peut-être cette réflexion-là, mais il y a une chose qui est très importante à gérer puis qu'on a longtemps occultée. Moi, je pense que ça fait 5 ans que je tape sur ce clou-là. C'est qu'il y a des impacts qui sont un peu plus pérennes. Les routes, les bâtiments, c'est des impacts cumulatifs permanents. Puis on n'a pas souvent abordé de front la gestion
de notre voirie forestière, puis la pérennité de cette voirie-là, puis de notre présence en forêt. On aura à réfléchir à ça. C'est probablement un des moteurs les plus percutants au niveau du déclin du caribou parce que l'empreinte, elle reste très longtemps. La conservation du caribou passe par le maintien de grands massifs d'habitat préférentiel dans une matrice d'aménagement extensif. Ça, c'est de mon cru. Je ne sais pas à quel point on est loin ou près de la coupe aux lèvres, mais je crois qu'on doit renverser un peu le paradigme quand on parle d'aménagement forestier et de conservation du caribou. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à toute évidence, le statu quo, c'est peut-être pas une option envisageable pour nos pratiques d'aménagement forestier si on veut respecter les engagements que notre propre gouvernement a pris par rapport à la conservation de la biodiversité. Maintenant, reste à voir comment on peut marier ça, comment on peut tous faire partie de la solution, puis trouver quelque chose qui est gagnant tant du point de vue socio-économique pour les régions qui sont très étroitement attachées à l'industrie forestière. Je pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, l'Abitibi, mais je pense au Bas-Saint-Laurent aussi. On a nos problèmes avec d'autres caribous, mais aussi d'être capable de trouver une manière de marier ça et d'être le plus adaptatif possible pour faire évoluer notre foresterie. Je finirai en vous parlant de ce modèle-là. Vous êtes plusieurs à le connaître. Vous avez vu cette relation-là entre le nombre de fanes dans une population et le taux de perturbation dans l'air utilisé par le caribou. Un modèle d'Environnement Canada qui dit qu'à peu près 35%, c'est la quantité de perturbation qu'on peut tolérer avant que le caribou commence à décliner. J'attire juste votre attention sur ça ici. Avec la même approche mathématique qu'Environnement Canada, pour 7 aires de caribou au Québec, on a regardé la quantité d'habitats perturbés. Regardez ça, 99,6% de l'aire d'étude de Charlevoix est sous influence des perturbations humaines. Donc, c'est très élevé, 60, 70, 80, 90. Le point que je vise à faire ici, c'est que on peut questionner autant qu'on veut ce seuil de 35%-là, puis dire est-ce qu'il est adaptable ou est réaliste pour le Québec, vu que c'est une étude canadienne. Si on était à 40%, ça vaut la peine d'en discuter. Mais comme on est à 80, 70, 90%, la réflexion, elle est à un autre niveau maintenant. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on arrête là. On a été financé par le FRQNT, le Fonds forestier, le Fonds d'aménagement forestier. Une équipe de chercheurs, donc des gens du ministère, Julien Megui, Claude Dussault, Pierre Drapeau à l'UQAM, Daniel Fortin à Laval, puis moi à Rimouski, en collaboration avec Ariane Massé pour faire une évaluation pan-québécoise des facteurs qui déterminent la dynamique des populations. Là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? On veut développer des modèles de viabilité de population qui vont permettre de définir les seuils de perturbation, donc redéfinir le 35% pour la réalité régionale des différentes régions du Québec. Donc, est-ce que c'est 35% au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou c'est 31%, ou c'est 44%, ou c'est... On va utiliser nos propres données pour être capable de raffiner l'interprétation. On a déjà embauché un étudiant à la maîtrise qui va établir le lien entre la sélection d'habitat, la mortalité des fans et le recrutement des populations. On cherche un étudiant de maîtrise pour déterminer comment la sélection des peuplements d'âge et d'origine différentes influence la survie. Donc, étudiants dans la salle qui sont intéressés à faire une maîtrise avec nous, vous pourriez avoir votre photo ici. Et on a gardé Christelle maintenant au doctorat pour modéliser la dynamique des populations à l'échelle régionale. Essentiellement, Christelle, c'est elle qui va définir ou ajuster le modèle d'Environnement Canada pour la Côte-Nord, pour l'Abitibi et pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un programme de cette ampleur-là, c'est plusieurs millions de dollars sur plusieurs années. C'est soutenu en grande partie par le FRQNT, et par le Fonds régional, le Fonds de recherche forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est soutenu aussi par plusieurs autres partenaires. Je tiens à souligner l'implication d'Abitibi Bowater, devenu produit forestier résolu, qui nous supporte monétairement et logistiquement depuis plusieurs années, qui sont très ouverts à essayer d'ajuster et d'intégrer les connaissances qu'on a trouvées à l'intérieur de leur planification, mais plusieurs autres partenaires qui sont là, tous les étudiants gradués, tous les assistants de terrain. Donc, je tiens à remercier tout le monde, puis je tiens à vous remercier pour votre attention, puisque j'ai grugé 10 minutes sur votre dîner. Merci.